mes premiers mots, ça sera pour remercier les gens qui m'ont invité, parce que vous savez, quand vous avez la chance de venir vous exprimer en public comme ça, c'est qu'en amont du moment où vous arrivez, il y a tout un travail invisible qui a été effectué, donc de réservation de l'espace auprès de la mairie, d'installation des sièges, de communication aussi, c'est tout un gros boulot, tout ça, et ça permet que, loin des médias dominants, il y a encore des canaux d'expression dissidents qui existent, et parfois les petits réseaux peuvent faire les grandes rivières. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire en préalable, c'est que moi, je suis très fatigué. Au fond, j'ai jamais été aussi bête, j'ai jamais aussi peu réfléchi qu'en ce moment, et jamais on m'a autant demandé de parler. Donc, je vais pas dire que des choses intelligentes. Sur le propos que je vais tenir, alors on va essayer de faire un quart d'heure, grosso modo. C'est un propos que j'ai déjà plus ou moins tenu au Cercle des économistes, mais comme je ne me renouvelle pas, dans quel moment je m'exprime aujourd'hui? Je m'exprime dans un moment où jeudi dernier, il y a 2 jours, la Grande-Bretagne, à travers un référendum, a choisi de sortir de l'Union européenne. Je m'exprime dans un moment où demain, il y aura un vote en Espagne qui devrait normalement placer un parti de gauche critique au-dessus du Parti socialiste du PSOE. Je m'exprime en France dans un moment où ça fait 3 mois que dure un conflit autour de la loi travail. Voilà le moment dans lequel je m'exprime, et je voudrais resituer ce moment de mon point de vue dans un contexte plus long. Le titre de mon exposé, en gros, j'ai appelé ça « La fin de l'histoire ». La fin de l'histoire, vous savez, c'est un bouquin publié par Francis Fukuyama en 1992. Et je m'arrête un instant sur cette date de 1992, puisque c'est la même année qu'est signé, le 7 février, qu'est signé le traité de Maastricht, un traité que le très libéral Alain Madelin vante ainsi. Le traité de Maastricht agit comme une assurance-vie contre le retour à l'expérience socialiste. Je dirais même que, on le verra plus loin, mais que le traité de Maastricht et un certain nombre de traités agissent contre le recours à toute expérience. Ce sont des traités qui interdisent toute expérience politique. Et comme des histoires parallèles, au même moment, de l'autre côté de l'océan Atlantique, on a la signature de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, que l'économiste et prix Nobel, et là, qui pourrait figurer plutôt dans les rencontres officielles d'Aix que dans les rencontres d'économiques, Gary Becker, qui est un économiste ultralibéral, applaudit ainsi. Le droit du travail et la protection de l'environnement sont devenus excessifs dans la plupart des pays développés. Le libre-échange va réprimer certains de ces excès, en obligeant chacun à rester concurrentiel face aux importations des pays en voie de développement. Donc que vient dire là Gary Becker, liant à la fois l'écologie et le social? C'est que le libre-échange, installé d'abord dans le continent nord-américain, enfin ça va jusqu'au Mexique, Canada, États-Unis, mais aussi au sein de l'Union européenne et ensuite entre les grands ensembles, va permettre d'installer un certain dumping à la fois environnemental et social. C'est-à-dire que, je dis souvent là, à ce moment-là, que nous on avance dans l'histoire comme dans un espèce de brouillard où on nous jette des confettis et on nous dit vous construisez l'Union européenne pour la paix, la prospérité entre les peuples et ainsi de suite. Et eux finalement, quand Gary Becker annonce cette phrase-là, ils savent très bien quels sont les intérêts matériels très concrets qu'ils vont retirer des changements en cours. Donc là, on était en 93 avec Gary Becker, on est en 94 l'année d'après, quand sont signés les accords de Marrakech, donc c'est-à-dire que les pays du Sud rejoignent le GATT pour l'OMC, les tarifs douaniers sont réduits, on fait entrer l'agriculture au sein du régime de libre-échange. Je dirais que voilà comment de leur côté, ouais, ça souffle, hein. Je dirais que voilà comment de leur côté ils veulent arrêter l'histoire. C'est la fin de l'histoire pour Fukuyama. C'est à la fois une prédiction et une volonté. Il s'agit d'arrêter l'histoire en ce sens-là. C'est-à-dire que l'histoire ne devienne plus un peu comme une falaise qui s'érode lentement. Et bien lentement, ils vont réussir par ce libre-échange, par cette concurrence libre et non faussée, à éroder les droits sociaux, éroder les droits environnementaux, éroder aussi la fiscalité. Je peux revenir sur chacun de ces thèmes-là. Ils ont voulu en finir avec l'histoire, et d'ailleurs l'expression qui arrivait au moment, en 2005, du traité constitutionnel européen, qu'est-ce qu'il s'agissait de faire? 10 années plus tard, il s'agissait de graver le libéralisme dans le marbre.
dans toutes ces expressions-là, vous voyez la volonté de geler, d'arrêter l'histoire. Je vais faire, et donc faire que nous, de notre côté, on n'a qu'une chose à faire, c'est de s'adapter en permanence. C'est le mot qui a dominé toute l'époque. Il s'agit de s'adapter, de se moderniser, c'est-à-dire de laisser la falaise s'éroder pour s'aligner sur le dumping en cours. Aux États-Unis, c'était envers le Mexique. Pour nous, ça va être les pays de l'Est, ou alors, encore plus à l'Est, l'Inde, et ainsi de suite. Je referai un pas en arrière dans la décennie d'avant. Pour moi, le premier gel de l'histoire, il intervient en 1983. Je repars toujours pour moi de 1983. Et en fait, au moment où François Mitterrand décide d'arrêter l'expérience. Je ne dis même pas que c'est une expérience socialiste qui est en cours entre 81 et 83. Vous savez que, à ce moment-là, donc il y a quand même une semaine de congés supplémentaires. On passe la retraite à 60 ans. Et quand on fait des sondages auprès des gens, ils pensent en majorité que non seulement la retraite vient de passer à 60 ans, mais qu'elle sera bientôt à 55 ans. Et vous voyez dans quelle mesure ils ont réussi à faire s'inverser le cours de l'histoire. Puisque le cours de l'histoire, Keynes pensait qu'à la fin du XXe siècle, les gens travailleraient moins de 20 heures par semaine. Ils ont réussi à faire s'inverser le cours de l'histoire, c'est-à-dire que maintenant, plus personne ne peut estimer qu'on va aller vers la retraite à 55 ans, mais évidemment la logique, la réforme, il faudrait s'arrêter sur ce mot réforme aussi. Mais la réforme veut qu'on travaille toujours plus longtemps. Pourquoi je dis qu'il faudrait s'arrêter sur ce mot réforme? Parce que dans les années 70, la CGT, par exemple, parlait de contre-réforme. Et on ne laissait pas s'installer le mot réforme. Les réformes que l'on propose, une réforme, ça doit être quelque chose de positif. En principe, dans réforme, il y a quelque chose de positif. Et y compris dans la manière dont ils ont réussi à tordre ce mot, on voit que le rapport de force s'est instauré en leur faveur, y compris dans le vocabulaire, et qu'on en est condamné à nous-mêmes rejeter des réformes, alors que ce sont des contre-réformes, toutes les réformes allant dans le sens de l'adaptation, la modernisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais toujours est-il qu'après 2 années d'une tentative, ou au moins 1 an d'une tentative d'une politique de relance keynésienne qui est déficile en économie ouverte dans un seul pays entre 1981 et 1982, doit s'opérer un choix en 1983. Est-ce qu'on doit aller plus loin dans une autre politique, parce qu'il y a un certain nombre de partisans, Jean Popren, Jean-Pierre Chevènement et ainsi de suite, de partisans d'une autre politique au sein du Parti socialiste ou avec des alliés extérieurs au Parti socialiste, c'est-à-dire le recours à du protectionnisme, c'est-à-dire la sortie du système monétaire européen. La question est très sérieusement posée et en fait, François Mitterrand à un moment convoque Pierre Mauroy et lui dit « je vous garde comme Premier ministre, mais pour faire une autre politique qui consiste en la sortie du système monétaire européen ». Finalement, il va y avoir un certain nombre de forces autour de Jacques Attali, de Michel Camdessus, d'un certain nombre de forces internes au Parti socialiste ou qui se trouvent dans les grands organismes qui disent non, on refuse de faire ça, qui pèsent sur Mitterrand. Et Mitterrand fait le choix inverse. Il fait le choix de rester à l'intérieur du système monétaire européen. Il fait le choix de refuser le protectionnisme. Et en fait, il fait le choix de l'Europe contre une expérience politique. Et là, il s'exprime ainsi à la télévision. Et on croirait, vous savez, le mot de Thatcher, « there is no alternative », le Tina de Thatcher, on l'a là en direct, c'est sur TF1. Cette seule politique possible, il parle maintenant de seule politique possible, c'est-à-dire rester dans l'Union européenne, enfin dans le système monétaire européen et refuser le protectionnisme. Cette seule politique possible interdit le protectionnisme. Pour bien me faire comprendre, c'est qu'on ferme totalement ou partiellement nos frontières à tous nos produits. Moi, je crois que le monde moderne, le retrécissement de la planète et puis la présence de la France dans le marché commun exige que la France joue le jeu. Moi, j'ai confiance dans la production française. Là, s'instaure automatiquement ensuite la rigueur, des plans de rigueur en série. Il y a une hausse du chômage qui s'établit également. Enfin, toute la logique. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, vous savez, que Lionel Jospin, qui est le premier secrétaire du Parti socialiste, dit qu'il s'agit d'ouvrir une parenthèse, que le Parti socialiste ouvre une parenthèse libérale. Le problème, c'est que plus de 30 ans après, cette parenthèse libérale, on n'en est toujours pas sorti. Alors on pourra revenir si on peut sortir de cette parenthèse libérale avec le Parti socialiste ou si c'est désormais sans le Parti socialiste. Donc voilà la manière qu'il y a eu à droite et au Parti socialiste de geler l'histoire.
Je lis l'histoire à droite, avec les libéraux, ça a été ce libre-échange. Je lis l'histoire avec le Parti socialiste, ça a été de faire le choix du système monétaire européen, donc ensuite du franc fort, puis de l'euro fort, de s'inscrire dans l'ordolibéralisme allemand, de se mettre en bon élève, en gros, de l'Allemagne au sein de l'Union européenne. Mais il y a eu une manière de gauche d'accepter cette fin de l'histoire. Cette manière de gauche, c'est notre consentement à nous, c'est qu'au fond, cette histoire, elle fait peur aussi. Où est-ce que j'ai mis mon papier? Il est là. Pardon. C'est pourquoi nous avons consenti finalement à ce choix de la fin de l'histoire. Je crois que on a préféré l'ennui au tracas. On a préféré finalement une histoire qui devient une non-histoire, quelque chose de tranquille où effectivement les droits sociaux s'érodent, où on construit rien de fort sur le terrain environnemental, plutôt que de remettre en marche une histoire dont on sait qu'elle peut amener parfois le meilleur, mais aussi le pire. Je crois qu'on s'est senti, l'Europe est... La démographie de la France est vieillissante, moins que celle néanmoins de l'Europe, que l'Europe a préféré, sur ce vieillissement-là, renoncer à l'histoire, renoncer aux crises qu'elle avait traversées au cours du XXe siècle, et finalement se tenir à l'abri quelque part de l'histoire. Alors cette traduction-là sur le plan politique dans la gauche critique, eh bien ça a été... finalement de refuser les histoires nationales et de penser qu'on pourrait avoir une espèce d'alter-histoire portée par une alter-Europe ou par un alter-mondialisme, c'est-à-dire une espèce d'harmonie, d'histoire qui se déroulerait de manière harmonieuse entre l'ensemble des pays, plutôt que d'assumer le fait que, bah oui, les peuples avancent pas toujours au même rythme. Moi, je balance des pistes et puis on y reviendra ensuite. Là, l'histoire, et je pense l'histoire nationale, elle s'est remise en marche. Elle s'est remise en marche. D'abord, le premier temps fort de ça, ça a été le 29 mai 2005. Alors je rappelle les scores parce que vous savez, il y a tout un travail pour ne pas oublier nos victoires et ne pas oublier le sens de nos victoires. Quand on a un appareil idéologique aussi fort en face, dès le soir même, il voudrait qu'on oublie ce qui vient de se produire et pourquoi ça s'est produit et le sens de ce vote. En 2005, on a eu 80% des ouvriers qui ont voté pour le non au traité constitutionnel européen. On a eu 71% des employés, 67% des chômeurs. On a eu en revanche une majorité de cadres et d'enseignants, par exemple, qui ont voté pour le oui. Donc là, on a eu, en l'occurrence, un véritable vote de classe. 3 ans plus tard, il y a eu le même vote, soit dit en passant, souvenons-nous-en, aussi aux Pays-Bas. 3 ans plus tard, il s'agit de faire comme si rien n'avait eu lieu. Ce qu'on avait chassé par la porte, il s'agissait que ça puisse nous revenir par la fenêtre. Ça a été le traité de Lisbonne. Il faut se souvenir aussi que ce traité de Lisbonne a été validé au Congrès de Versailles par une majorité des députés socialistes et des députés verts. Je pense que c'est pour ne pas croire que le problème avec le Parti socialiste surgirait seulement aujourd'hui sur la loi travail ou avec le seul François Hollande, Manuel Valls et Emmanuel Macron, il faut se souvenir aussi d'un certain nombre de marqueurs comme celui-là. Souvenons-nous aussi qu'en 2008, l'Irlande, qui a été le seul pays consulté sur ce traité européen, a voté non et qu'on l'a donc refait voter. Voilà comment ça s'est passé à l'époque. Parce qu'on se même demandait, l'ensemble des autres gouvernements s'est demandé comment ça se fait qu'on avait laissé les Irlandais voter. Vous voyez? Et de la même manière qu'aujourd'hui, le grand reproche qui est fait à Cameron, c'est pourquoi il a laissé se faire un référendum. C'est quand même scandaleux de consulter son peuple. La crise de 2009, donc là on était en 2008, s'ouvre la crise financière de 2009. Là, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont essayé de canaliser l'histoire auparavant avec les critères du traité de Maastricht. Vous savez, l'histoire des 3% de déficit, du PIB, du PIB cumulé qui ne doit pas dépasser les 60 puis les 80%. Le problème qu'on a eu à partir de ce moment-là, c'est qu'eux-mêmes se sont assis sur leurs propres critères. C'est-à-dire que la rivière a débordé de son lit et c'est eux qui l'ont souhaité pour renflouer les banques. Il a fallu en 2009 qu'on vienne s'asseoir sur les critères qui étaient ceux de Maastricht. Vous voyez, les 3% et les 60%. Il a fallu qu'on s'assoie dessus. Et donc, là, pour faire à nouveau re-rentrer la rivière dans le lit, ça a été tout le conflit autour du TSCG.
du traité qu'on a appelé Sarkozy-Markel, du traité austéritaire. La rivière était sortie du lit parce que c'était un souhait finalement de l'oligarchie de la faire sortir du lit pour renflouer les banques, mais il ne fallait pas que ça donne des idées pour la suite. Il fallait qu'aussitôt passer cette crise, on fasse rentrer les politiques économiques directement à nouveau dans ce lit. Puis vient la crise grecque, et là à nouveau, il y a la possibilité avec la Grèce qu'il y ait... Moi, je n'ai pas de isme à vous proposer. Je n'ai pas du keynésianisme à vous proposer, je n'ai pas du communisme à vous proposer, je n'ai pas du socialisme à vous proposer. Je reprends volontiers la formule de Roosevelt qui, au moment de la crise de 29, dit « il faut essayer quelque chose ». Qu'importe ce qu'on essaye, dit Roosevelt. Le peuple ne nous en voudra pas si on échoue, mais il nous en voudra si nous n'essayons pas. Or, depuis 30 ans, nous n'essayons rien. Depuis 30 ans, nous nous coulons simplement dans l'autoroute qui nous est dictée par le libéralisme, par la lente résorption de nos droits. Évidemment, le souhait de Syriza à ce moment-là, c'est d'ouvrir, à nouveau de renouer avec une autre politique, sans qu'elle soit clairement définie, mais enfin de tenter autre chose. De manière autoritaire, on fait rentrer Syriza dans le rang. Donc là, on voit bien à travers les épisodes que je vous décris depuis 2005, on voit une accélération de l'histoire. Une accélération de l'histoire qui là se traduit évidemment de manière encore plus accélérée avec le Brexit en Grande-Bretagne, avec le vote Podemos là, mais il faut signaler en France aussi deux choses. Un mouvement sur le temps long qui est la montée du vote Front National, et notamment dans les classes populaires. Lors des dernières élections régionales, au niveau... Alors, vous êtes bien placé ici en PACA, mais je suis bien placé pour en parler aussi en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, mais dans l'ensemble de la France, 51% des ouvriers qui se sont déplacés aux urnes ont été glissés lors des dernières élections régionales à un bulletin Front National dans l'urne. Eh bien, ça, c'est aussi une aspiration à une autre politique. Et évidemment, il y a ce conflit long sur la loi travail. Et ce conflit long sur la loi travail, on ne peut pas ne pas le lier à nouveau aux problèmes européens. Pourquoi? D'abord, il y a cette déclaration de Juncker sur cette loi travail qui dit que, grosso modo, enfin, c'est pas ce qu'il dit, il dit compte tenu des réformes faites dans les autres pays, c'est le minimum qu'on puisse attendre de la France, donc elle doit faire cette loi travail. Ensuite, nous... à Fakir, on avait interrogé avant la campagne de Hollande, enfin pendant la campagne de Hollande, mais avant son élection, on avait interrogé un économiste, Nicolas Doisu, qui était courtier pour une filiale du Crédit Agricole qui s'appelle Chevreux, et qui était le numéro 1 du conseil des fonds de pension, c'est-à-dire qu'il conseillait 1200 fonds de pension anglo-saxons, américains notamment, pour leur dire voilà, il faut placer sur tel marché européen, c'est là qu'il faut placer, sur tel marché français, on vous conseille de pas... Bon, et que disait Chevreux? Il disait de toute façon, le prochain président de la République, que ce soit Sarkozy ou que ce soit Hollande, et même si c'est Hollande, il aura pour mission de casser le CDI. Il faudra qu'il en finisse avec le CDI. Pourquoi? Parce que l'Espagne l'a fait, parce que l'Italie l'a fait, parce que Bruxelles le souhaite, et parce que du coup, il faut se ranger à ce que font les autres peuples européens, les autres gouvernements plutôt. Voilà, cette loi travail, elle ne peut pas ne pas s'inscrire dans ce souhait, dans ce contexte beaucoup plus large qui est celui de l'érosion. Maintenant, pour terminer, on voit bien à la fois combien ces politiques-là sont rejetées par les peuples chaque fois qu'ils sont consultés. Et je dirais qu'il y a un choix manifeste de Hollande qui est d'être reconnu par ses pairs européens plutôt que d'être en phase avec les demandes de son électorat et les attentes populaires. Pour lui, ça compte davantage, et quitte à se prendre un vent ou un mur l'année prochaine, d'être bien vu par Juncker et compagnie, que d'être en phase avec les attentes de son électorat. Mais c'est quelque chose qui est à bout de souffle. Quelque chose qui est à bout de souffle d'abord pour cette raison-là, et puis parce que finalement c'est comme des étoiles qu'on continue de voir briller dans le ciel alors qu'elles sont mortes. On sait que les idées libérales aujourd'hui, au fond, elles sont mortes. Plus personne, Alain Mac n'oserait plus écrire un bouquin qui s'appellerait « La mondialisation heureuse ». Tout le monde sait que cette mondialisation n'est pas heureuse. Maintenant, c'est comme si on la regardait encore agir sans avoir clairement
le désir d'autre chose. Et je pense que là, si on veut être à la hauteur à la fois de cette histoire qui se remet en marche, de cette fin de l'histoire, et de peuples qui attendent autre chose, c'est se demander quel projet on peut porter et quelles peuvent être les forces politiques et sociales à même de les porter.